Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et de la corruption de l'enfant. La corruption de l'enfant peut prendre différentes facettes émotionnelles, psychologiques, comportementales, matérielles ou sexuelles. Je vais d'abord décrire les causes de cette corruption, les différentes formes qu'elle prend et enfin comment y faire face. Le profil pervers narcissique corrompt son enfant comme il tente de corrompre également son ou sa partenaire, puisqu'il peut s'agir d'un homme comme d'une femme, et c'est pour éveiller chez l'autre le désir de tromper en rendant l'autre complice. Il est motivé par le désir de transgresser la loi comme le psychopathe, mais de façon plus sournoise, manipulatrice, alors que le psychopathe est plus brutal. C'est une façon de s'approprier son esprit pour dominer et pour détruire l'esprit de l'autre à petit feu. Il croit et veut faire croire à l'enfant qu'aimer est une imposture et une faiblesse morale, méprisable. Il a une vision très noire du monde où tous les êtres humains sont corrompus de façon généralisée. Le profil pervers narcissique n'a pas intégré la fonction paternelle qui met des limites claires, fermes et qui définit ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. L'origine de cette non-intégration, selon Albert Heuger, est l'usage du mensonge, du secret concernant la filiation, l'appartenance dans la lignée de ses ancêtres et avec l'objectif de survivre. Donc cela crée une sorte de culte mythique de l'anti-loi en lui. Dans sa communication avec l'enfant, le profil pervers narcissique utilise des doubles messages. Par exemple, je t'aime, mais simultanément dire je regrette de t'avoir eu. Je t'aime, mais simultanément dire j'attendais autre chose de toi. En frappant avec un livre sur le dos de la tête de l'enfant s'il n'arrive pas à mémoriser tout de suite sa leçon. Il le culpabilise également pour le corrompre, par exemple en lui disant « Eh bien, c'est à cause de toi que notre couple va mal ». Sa corruption se manifeste aussi en divisant la fratrie par des cadeaux, par des compliments, des privilèges qui sont offerts à certains et pas à d'autres. Par exemple, il cherche à isoler l'enfant et en isolant l'enfant de la fratrie, en isolant l'enfant de son entourage, eh bien, il le rend plus malléable. Il encourage aussi l'enfant à dénigrer l'autre parent ou à dénigrer ses frères et sœurs. Il le corrompt également en lui faisant ressentir des émotions pénibles, que ce soit la tristesse, la rage, la peur, la haine, le mépris. Ou bien il corrompt l'enfant en créant de faux besoins. Par exemple, désirer beaucoup d'argent, désirer des cadeaux mirobolants. Il lui offre à profusion, en effet, ce genre de cadeaux, avec des attitudes tape à l'œil, dans certaines circonstances, quand il le désire. Et c'est par exemple le cas lors d'une séparation pour monter l'enfant contre l'autre parent qui lui pose des limites. Et l'enfant qui n'a que ce modèle se croit aimé alors que c'est un amour conditionnel. En faisant un cadeau avec grandiosité, eh bien, le parent pervers narcissique rend l'enfant redevable. Il lui fait croire « tu vois tout ce que je fais pour toi ». Il ne s'agit pas évidemment d'amour, mais d'une instrumentalisation de l'enfant. Et celui-ci est traité comme un objet. S'il n'obtempère pas, il est rejeté. Il devient l'objet de violence. Sa corruption se manifeste également par des jeux de récompense excessive ou de punition trop sévère, par une attention fluctuante qui est instable et qui est suivie d'un excès d'attention lorsqu'il veut instrumentaliser contre l'autre parent
par exemple, à des moments où il souhaite, par exemple, que l'enfant espionne l'autre parent, il va créer un moment favorable. Il va faire une balade à vélo alors que habituellement il est indifférent. Et durant cette balade, donc il prépare l'enfant à ce message et il fait croire évidemment que c'est tout à fait normal. Et donc que s'il aime son parent, il doit surveiller l'autre parent. Donc il cherche ainsi à obtenir finalement la soumission de l'enfant, il l'instrumentalise. Il retire par contre son attention, son amour conditionnel si l'enfant n'obtempère pas ou si l'enfant émet un désaccord. Il corrompt aussi l'enfant en mettant les membres de la fratrie en compétition. Il façonne ainsi l'enfant à son image, il est un peu son double, son faire-valoir, comme dans le mythe de Pygmalion auquel j'ai consacré une autre vidéo. La corruption peut être aussi affective dans le registre de l'incestuel à travers une confusion des rôles, une intimité émotionnelle qui est sans limite. L'enfant est par exemple mis à la place d'un partenaire, comme confident, ou bien dans une confusion qui brouille les repères, qui flatte l'enfant, qui se sent particulier, qui se sent spécial. Il prend cela pour de l'affection, alors qu'il est un faire-valoir, une arme contre l'autre parent. L'enfant n'a que ce modèle et il associe amour avec contrôle et manipulation, ce qui va l'amener malheureusement parfois à reproduire cela à l'âge adulte, soit en tant qu'agresseur, soit en tant que victime. Cela dépend si c'est identifié au parent agresseur ou s'il a pu, grâce à son désaccord formulé, être son bouc émissaire et donc prendre distance par rapport au modèle. La corruption morale se manifeste par l'absence de messages clairs sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, en encourageant la violence, la manipulation directe ou indirecte. Sans repère clair et ferme, l'enfant peut reproduire ces comportements nuisibles pour son développement psychologique, affectif et émotionnel. En résumé, la corruption de l'enfant est une manipulation de ses repères émotionnels, psychologiques, affectifs et moraux. Elle vise à rendre l'enfant dépendant, manipulable, à le maintenir sous contrôle bien au-delà de l'adolescence. Et donc, il s'agit vraiment d'un assujettissement qui n'est pas dans le respect de son développement psycho-affectif. Ces stratégies altèrent en effet la capacité de l'enfant à se construire une identité saine. Il est connecté à ses émotions, à ses besoins et à ses limites quand il a une identité. Or ici, non, il est plutôt dépersonnalisé, réduit à l'état d'objet. Donc ces stratégies l'empêchent d'avoir une pensée propre, de discerner ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, d'avoir un esprit critique. Elle empêche toute autonomie de pensée et d'émotion. Le parent pervers narcissique, homme ou femme, peut introduire également une dimension sexuelle ou une pseudo-initiation à la sexualité bien avant que l'enfant soit prêt ou en âge de comprendre quoi que ce soit par rapport à ce genre d'enseignement, c'est-à-dire avant 12 ans. C'est une corruption de l'enfant également, une corruption extrêmement grave, car cela brise des limites essentielles pour son développement. Ça impose à l'enfant quelque chose qu'il ne devrait pas apprendre à gérer à cet âge. C'est une intrusion dans sa vie psychique, un traumatisme psychique qui ne lui permet pas d'évoluer dans l'autonomie. Et donc, dire à l'enfant qu'il s'agit d'un secret, notamment, rendre l'enfant complice, par exemple d'une tromperie, fait partie de ce genre de traumatisme. C'est une corruption extrêmement grave qui le place dans un rôle de complice, dans la honte, dans la culpabilité, qu'il ne devrait bien sûr pas ressentir. Cela brouille aussi ses repères au niveau de la loyauté, au niveau de la confiance et de ce qui est sain ou non.
Donc, cette dynamique de mensonge est typique de la corruption dans la perversion narcissique, que ce soit de la part d'un parent, homme ou femme. Et donc, quoi faire par rapport à ce genre de situation? Eh bien, ce qui est important quand on observe cela, eh bien, c'est de créer chez l'enfant un ancrage dans son corps, dans l'ici et maintenant, dans son ressenti, de manière à ce qu'il ne soit pas réduit à l'état d'objet. Et donc, qu'il puisse prendre du recul par rapport à la manipulation, qu'il puisse aussi avoir un autre parent à côté de lui qui est bien ancré, qui a des repères fixes, clairs, des limites saines, qui est capable d'empathie pour ses émotions, pour ses besoins et pour ses limites. Et grâce à cette empathie, eh bien, l'enfant va pouvoir se créer ses propres repères en grandissant et se constituer, malgré la corruption, eh bien, une identité propre. Il s'agit aussi d'encourager, évidemment, l'esprit critique de l'enfant, de demander régulièrement à l'enfant «Et toi, qu'est-ce que tu en penses?» ou bien de lui demander «Et tes copains et tes copines, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent?» Donc, de créer d'autres points de repère plus sains dans son esprit. Encourager évidemment des activités extérieures, ça facilite les choses. Et donc être un parent aussi en sécurité dans son système nerveux pour communiquer directement ou indirectement à l'enfant, eh bien, la sécurité. C'est dans l'état de sécurité que l'esprit est clair et qu'une capacité de discernement est possible puisque l'esprit clair, le système nerveux en état de sécurité, peut repérer le danger et donc la corruption également. C'est nécessaire de poser des limites, même si ce n'est pas un rôle avantageux, évidemment, mais c'est important et de montrer à l'enfant que en dehors de la famille, eh bien, il y a aussi des limites et que c'est nécessaire dans le lien social qu'il y ait ce respect des limites de chacun pour grandir dans la société en état de sécurité et dans la coopération. Ça passe par les limites. Donc, c'est très important aussi d'enseigner cela, aussi bien en étant soi-même un modèle, mais aussi en dialoguant avec l'enfant. Donc, ce dialogue qui est finalement un dialogue interdit dans la relation aux parents pervers narcissiques. Dans le dialogue, il y a donc une écoute des émotions, des sensations, des besoins de l'enfant et de ses limites. Et le dialogue se base plus sur une négociation, alors que dans le rapport au pervers narcissique, homme ou femme, eh bien, il y a une domination et une mise sous emprise qui ne permet pas une forme d'autonomie de pensée. Donc, enseigner aussi à l'enfant qu'il a le droit de dire non, qu'il a le droit d'avoir une pensée propre, qu'il a le droit d'avoir une place dans sa vie et ça passe par le respect de ses émotions, de ses besoins et de ses limites. Ce qui est important, bien sûr, c'est encourager les activités extérieures pour que l'enfant développe d'autres points de repère. Donc, cette possibilité eh bien, rend moindre le risque de manipulation et de corruption. C'est important également d'aider l'enfant à prendre du recul en développant la conscience de ses sensations. Et ces sensations, eh bien, elles sont directement observables par des signes tangibles, par exemple des picotements, de la chaleur, ça peut être de la détente dans le corps, une légèreté, et donc aider l'enfant à sortir de la dissociation traumatique qui est le lot des enfants de pervers narcissiques, puisque face à l'insupportable, le système nerveux se protège en créant un état dissociatif.
Ça protège en effet au moment du trauma, mais le problème, c'est que la dissociation ne renvoie plus des signaux de ce qui est sécurité, ce qui est danger. Et donc, en dehors de la relation parent pervers narcissique, eh bien, il est essentiel d'aider l'enfant à se sécuriser, à se reconnecter au corps, à ces signaux de sécurité, à ces signaux de danger, d'apprendre à l'enfant comment se protéger son corps, donc par le soin qu'on lui donne, par la bienveillance envers son corps, envers soi. Et bien sûr, ça passe par la co-régulation du parent sécure vis-à-vis de l'enfant, puisque quand on est enfant, on a besoin du parent, de l'autre parent pour la régulation de ses propres émotions et de ses propres sensations. Donc l'autre parent joue un rôle essentiel et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est vraiment très important de quitter le parent pervers narcissique. D'abord parce que ça donne comme message à l'enfant, eh bien, ce genre de relation n'est pas acceptable et donc je m'en retire. Mais c'est aussi montrer à l'enfant qu'on a cette capacité à se sécuriser, qu'on peut échapper à l'emprise. Sinon, l'enfant risque de voir le parent pervers narcissique comme le parent fort et de chercher sa protection, mais à son détriment, puisque là, il sera dans cette relation qui n'est pas un lien d'ailleurs, il sera instrumentalisé, dominé. Le lien passe par la sécurité. Il ne s'agit pas d'un lien affectif, il s'agit d'un rapport de pouvoir, de domination, où l'identité de l'enfant est détruite à petit feu. Il ne peut pas se construire dans une telle relation de pouvoir. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous recommande mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » paru aux éditions Ellipse dans la collection Sans questions-réponses et dans la collection Récits et témoignages. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.